Voici la famille Robineau. A priori, ils semblent incarner le bonheur parfait. Et pourtant, quelques mois après cette photo, Pascal, la mère, Hervé, le père, et Roxane, la fille aînée, vont être impliqués dans un crime effroyable. Elle va s'apercevoir que son mari envoie des photos de lui dans la salle de bain, nu. N'importe quelle femme au monde trompée, à un moment ou à un autre, dit « j'aimerais bien qu'elle meure, c'est humain ». Cette femme était quasiment décapitée. Je n'ai jamais demandé, jamais. Même si j'ai fait mal, la trahison fait mal, jamais. Enfin, s'il fallait tuer toutes les maîtresses de tous les hommes qui trompent leurs femmes, il n'y aura plus beaucoup de monde sur la planète. Tout commence à Paris le 28 juillet 2014. Il est 18 h lorsque le téléphone de Janine sonne. Un appel que cette femme de 70 ans n'aurait jamais voulu recevoir. C'est mon frère qui me téléphone en me disant « Je t'annonce une mauvaise nouvelle, Bernadette est décédée ». Je réalise même pas. C'est quand je raccroche, je dis à mon mari « Bernadette est décédée ». Bernadette, la voici, c'est la petite sœur de Janine. L'annonce brutale de sa mort est un choc. Mais le pire reste à venir. Alors après, avec les gendarmes, moi j'ai demandé à voir le corps de ma sœur. Alors ils m'ont dit non, on ne peut pas vous le montrer, on ne peut pas la voir, c'est pas possible. Je lui ai dit mais pourquoi? Ils m'ont dit c'est passé, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas voir, c'est trop pénible. Janine ne comprend pas, et pour cause, elle ignore encore que sa sœur a été sauvagement assassinée dans d'abominables circonstances. Les Issambres, à plus de 800 km de la capitale, dans le département du Var. C'est ici que le crime a été commis. Dans cette ville-là, où Bernadette Benaïm vit avec Maria, l'une de ses meilleures amies. Ce 24 juillet, il est environ 7 h du matin lorsque Maria quitte sa chambre pour se rendre au rez-de-chaussée. Elles ont l'habitude, toutes les deux, avec Bernadette, de prendre le petit déjeuner ensemble, sur la terrasse. Surtout l'été, elles profitent de l'extérieur de la maison. Là, Maria descend et ne voit pas son amie, alors que d'habitude, Madame Benaïm est levée depuis longtemps. Maria appelle Bert à plusieurs reprises. Bert. Bernadette, on l'appelle Bert. Et pas de réponse. D'emblée, Maria est prise d'un mauvais pressentiment. Car dans la villa silencieuse, d'autres éléments étranges attirent son attention. Elle trouve la maison ouverte. Et puis les luminaires de la terrasse sont restés allumés, ce qui est aussi très inhabituel. Maria a raison d'être inquiète, car en se rendant à l'extérieur de la maison, elle va découvrir une scène épouvantable. Bernadette, elle est étendue au sol et il y a du sang autour d'elle. Elle est simplement vêtue d'un peignoir qui lui-même est imbibé de sang. Et elle porte une très large plaie au niveau du cou. C'est une vision qui est extrêmement choquante. À l'arrivée des secours, les conclusions du médecin légiste sont glaçantes. Bernadette a été littéralement exécutée. Elle a reçu 3 coups de couteau, 2 coups de couteau à la gorge, 1 coup de couteau au niveau des côtes. Il constate 2 énormes plaies d'égorgement au niveau du cou, un petit peu comme si quelqu'un était arrivé par derrière et avait tranché la gorge dans un sens, puis dans l'autre. Ces plaies sont tellement importante que la tête ne tient plus que grâce au cervical. Elle est quasiment décapitée.
C'est vraiment une scène très violente. Il y a une véritable volonté de donner la mort. Pour les proches de Bernadette, ce décès aussi brutal que sauvage demeure incompréhensible. D'autant qu'à première vue, rien dans la vie de cette retraitée ne laissait présager une fin aussi tragique. Dévastée par la mort de son époux, 1 an plus tôt, Bernadette, la victime, avait ces derniers temps finalement réussi à remonter la pente. Son mari était très très malade, il fumait énormément. Et bon, il est allé à l'hôpital et puis il est décédé très rapidement. Tout s'est écroulé, c'était très dur. Elle s'était installée en colocation avec Maria pour combler un peu sa solitude. Et donc elle a déménagé dans cette maison. Et il y avait une piscine, il y avait un jardin. Ça lui plaisait beaucoup. On y est allé là-bas, on avait pris une petite coupe de champagne. Non, elle était très contente d'être là-bas. Grâce à la fortune héritée de son mari, Bernadette pouvait désormais profiter pleinement de sa retraite. C'est sûr qu'elle a de l'argent. Elle avait de quoi vivre largement. Parce qu'elle nous avait dit, si un jour je suis seule, peut-être aussi que j'irai à l'hôtel, vivre à l'hôtel. Elle avait des idées comme ça. À 67 ans, Bernadette croquait donc la vie à pleines dents. Elle aimait bien vivre et tout, sortir. Elle adorait jouer au golf. Il y en a, vous savez, qui font des compétitions et qui sont accrochés au score et tout. Elle, c'était un peu décontractée. Elle ratait un coup, ce n'était pas grave. C'était un bout en train, elle était drôle. Elle aimait danser, elle aimait chanter. Elle était gourmande. Elle aimait les bonnes choses de la vie. Oui, c'était un plaisir d'être avec elle. Il y a un décalage entre cette personne qui a l'air assez solaire, en bonne vivante, souriante, et la façon dont elle est tuée. On ne comprend pas pourquoi on l'a assassinée sauvagement, surtout Bernadette, quoi. Ma sœur, je la vois pas avec des ennemis, non. Aux Issambres, les hommes de la section de recherche de Fréjus vont passer la maison de la victime au peigne fin. Et des indices vont laisser penser que le ou les tueurs auraient mis au point un stratagème bien particulier. Ils font le tour de l'extérieur de la maison et là ils se rendent compte qu'il y a eu 2 départs de feu. Les incendies ne se sont pas véritablement propagés, mais effectivement on a un départ de feu au niveau d'une porte et un départ de feu au niveau d'une fenêtre. Ils vont aussi découvrir donc une bouteille contenant de l'essence. On trouve également du sopalin à proximité du corps de Bernadette. Alors forcément, pour les gendarmes, cette mise en scène aurait quelque chose à voir avec le crime. Bernadette, elle était en tenue de nuit, en robe de chambre, et puis son lit est défait. On peut imaginer qu'elle ait senti ou vu les 2 départs d'incendie depuis sa chambre. C'est une hypothèse. Ces départs de feu pourraient être un moyen de faire sortir Bernadette de la maison. Pour ensuite la tuer. De toute évidence, Bernadette Benaïm est tombée dans un piège dont le but était de l'éliminer. Et les enquêteurs se demandent si elle n'aurait pas été la victime d'un tueur en série qui s'attaquerait aux riches veuves de la Côte d'Azur. Car 2 jours plus tôt, une autre retraitée a été assassinée, non loin de là. Saint-Raphaël, à seulement 15 km des Issambres. Le 25 juillet 2014, une femme de 80 ans est découverte morte chez elle. Et là encore, il s'agit d'un meurtre. On retrouve cette femme pendue avec la laisse de son chien à une poignée de porte. Mais en réalité, elle a été tuée. Et ensuite, on l'a pendue à une poignée de porte pour faire croire qu'elle s'était donné la mort volontairement, qu'elle s'était suicidée. 2 personnes âgées tuées à 48 heures d'intervalle dans un même périmètre. Pour les gendarmes, la coïncidence, c'est vrai, est troublante et fait même la une des journaux.
Mais à y regarder de plus près, les deux affaires n'auraient en fait rien à voir l'une avec l'autre. Bernadette, on lui aurait tendu un piège pour qu'elle sorte et elle a été tuée avec une arme blanche. Et cette autre victime avait, elle, de son côté, été étranglée et son crime avait été maquillé en suicide. Donc c'était effectivement deux modes opératoires qui étaient assez différents. La piste du serial killer s'effondre parce que généralement, les tueurs en série utilisent presque toujours le même mode opératoire. La piste est finalement abandonnée. D'autant qu'en se plongeant dans la vie privée de Bernadette Benaïm, les enquêteurs vont découvrir que la retraitée avait des petits secrets. En effet, en inspectant le téléphone portable de la victime, plusieurs messages interpellent les gendarmes. Des conversations SMS pour le moins osées entre la veuve et plusieurs hommes. Elle semble avoir une vie sexuelle très agitée et elle entretient avec plusieurs hommes en même temps des échanges de SMS où des termes, je dirais, assez coquins sont utilisés. Madame Benaïm n'est pas la mamie tranquille qu'on aurait pu penser. C'était plutôt une femme libérée et libre. On ne s'attend absolument pas à ça de la part d'une femme de 67 ans retraitée qui mène une vie bourgeoise. Interrogés, les amis de la victime confirment. Depuis la mort de son mari, Bernadette vivait une seconde jeunesse. On apprend par des bribes qu'elle est à tel endroit qu'elle n'était pas seule, par exemple. On sait que elle aime vivre, elle aime les hommes. Elle a eu des amants, voilà. Elle a donc diverses aventures avec plusieurs hommes plutôt plus jeunes qu'elle. En gros, c'est une cougar. Hein. Bernadette est une cougar qui profite des opportunités que la vie lui offre. Et elle a 67 ans. Bon, d'un seul coup, elle est seule. Elle vit sa vie, voilà. Peut-être qu'elle rattrape le temps perdu. Aussi coquette que coquine, selon ses amis, Bernadette avait tous les atouts pour assouvir ses désirs. Bernadette ne faisait pas du tout son âge, elle est pétillante, elle avait tout pour plaire à un homme, même s'il est plus jeune. Alors, est-ce que l'un des prétendants de Bernadette, jaloux de ses rivaux, aurait pu lui en vouloir au point de la tuer? Les enquêteurs ont beau chercher, ils ne trouvent rien. En revanche, parmi les conquêtes de la retraitée, un homme va tout de même attirer l'attention. Parmi les amants de Bernadette, les gendarmes s'intéressent tout particulièrement à un certain Hervé Robineau. Hervé Robineau, c'est l'amant principal de Madame Benaïm. C'est un jardinier, son jardinier à l'époque. Il travaille donc dans la propriété de Madame Benaïm depuis un certain temps. Il y aurait une relation secrète entretenue entre Hervé et Bernadette. Et si le jardinier de Bernadette intéresse les gendarmes, c'est parce que l'homme est marié. Voici Pascale Robineau, l'épouse d'Hervé. Et il se trouve qu'elle aussi travaillait pour la victime. La femme de M. Robineau travaille au service de Bernadette Benaïm en tant que femme de ménage. On peut imaginer que la femme découvre qu'elle est trompée par son mari qui couche avec Bernadette et qu'elle aurait souhaité se venger. En tout cas, c'est un mobile qui semble pouvoir tenir la route. Classique, la piste n'en est pas moins séduisante pour les gendarmes. Ils vont convoquer immédiatement la femme du jardinier. À la gendarmerie de Sainte-Maxime, Pascale Robineau se présente aux enquêteurs. Et d'emblée, la mère de famille nie toute implication. Les gendarmes doivent bien l'admettre. Elle a tout, sauf le profil d'une meurtrière. C'est une mère de 4 filles, la plus jeune qui a alors 7 ans. Pascale Robineau, on ne peut pas l'imaginer commettre un crime sauvage. Elle n'a pas du tout le profil d'un assassin.
Mais alors pas du tout. D'autant que la femme du jardinier le concède aux enquêteurs. 1 mois avant la mort de Bernadette, son mari lui avait avoué son adultère. Hervé Robineau, il va la rassurer, il va lui dire qu'effectivement, à compter de ce jour, il n'y aura plus de relation avec Bernadette. Elle avait pardonné à son mari. Elle veut vraiment que leur mariage, qui durait déjà depuis 23 ans, continue. Pourquoi elle aurait décidé d'en arriver à une telle extrémité alors que sa priorité, c'était de pouvoir reconstruire sa relation de couple avec Hervé pour continuer à assurer l'équilibre de la famille. Preuve qu'elle avait pardonné à son mari son incartade avec Bernadette. Pascal Robineau venait de renouveler ses vœux de mariage avec Hervé, en grande pompe et en compagnie de leurs 4 filles. Et puis, la nuit des faits, la mère de famille dispose d'un alibi solide. Pascal va indiquer que le soir du crime, elle était chez elle, avec l'ensemble de la famille d'ailleurs, et qu'ils ont passé une soirée tout à fait normale, manger ensemble, regarder un peu la télé, et puis qu'ils sont allés se coucher. Donc, en gros, elle n'a pas de mobile, puisqu'elle dit que la tromperie est réglée. Et puis, pour son emploi du temps, eh bien, elle affirme qu'elle n'a pas bougé de chez elle. Les enquêteurs vont regarder la téléphonie. Effectivement, le téléphone de Pascal borne donc à son domicile. Pour les enquêteurs, les explications de Pascal Robineau sont donc crédibles. D'autant que l'épouse semble totalement incapable de commettre un tel crime. Et cela pour une raison toute simple. Pascal Robineau, c'est une femme qui est frêle, qui est chétive, qui est marquée par les différentes maladies qu'elle a dû combattre. Elle a été victime de plusieurs cancers, notamment d'un cancer du sein. C'est donc une femme qui est très faible et qui se remet difficilement de la dernière opération qu'elle a dû subir au niveau des vertèbres. Entendu à son tour, Hervé Robineau, le jardinier, confirme point par point la version de son épouse. Il va dire que lui non plus n'a pas bougé de chez lui ce soir-là. Il confirme que sa femme était bien présente. Quant à sa relation avec la victime, selon le mari infidèle, ce n'était qu'un petit écart de conduite sans importance. Voici ce que l'homme déclare à ce propos. Cette chose est arrivée et je le regrette. Je n'ai trompé ma femme qu'une seule fois dans ma vie et je n'en suis pas fier. Il dit en gros qu'il n'a pas pu résister aux avances de cette femme et qu'il a, par faiblesse, parce que la chair est faible quelquefois, il a cédé à ses avances. Il va se contenter d'indiquer que oui, il a eu cette relation, mais qu'elle était purement sexuelle, hein, finalement, qu'il n'y avait pas d'affection entre eux. Un adultère éphémère et qui avait pris fin. Et une épouse trompée qui aurait passé l'éponge. A priori, la piste du drame passionnel ne tiendrait pas. Cette piste qui s'annonçait lumineuse, finalement, est en train de s'éteindre. Seulement les gendarmes vont bientôt découvrir que la mère de famille n'aurait pas dit toute la vérité. Et ce qui était présenté comme une passade entre le jardinier et sa patronne serait en réalité une véritable relation amoureuse. Voici Véronique, c'est la meilleure amie et confidente de Pascal Robineau, et elle va raconter une toute autre histoire aux gendarmes, celle d'une terrible trahison. D'abord, lorsque Pascal était sa femme de ménage, Bernadette était pour elle bien plus qu'une simple patronne. Pascal me dit que Bernadette lui propose beaucoup de sorties, qu'elles vont souvent boire des cafés ensemble, qu'elles vont au spa, qu'elles vont faire du shopping. Elle se voyait très régulièrement, et pas seulement parce que Pascal venait travailler chez Bernadette. Elle s'était rapprochée suite au décès de l'époux de Bernadette, notamment, quand Bernadette s'est retrouvée en fait seule. Pascal se fait un devoir de prendre soin de cette femme parce qu'elle était gentille avec les filles. Elle me dit qu'elle a offert le permis de conduire à l'une des filles. Pascal a pensé que Bernadette pourrait jouer un rôle de grand-mère pour ses enfants. Elle est de plus en plus présente avec la famille Robineau.
Mais un an avant le crime, Pascal aurait remarqué que son amie Bernadette s'était aussi rapprochée d'Hervé, son mari. Pascal me raconte que Hervé se rend très disponible pour Bernadette. Elle le sollicite beaucoup. Et il y a des moments où Pascal me dit qu'elle prend un peu trop de place. Preuve que Bernadette prend beaucoup de place. Cette scène qui s'est déroulée en plein réveillon de Noël. Il est parti parce qu'elle l'a appelé. Donc il a quitté la table familiale pour aller voir Bernadette. Pascal se rend compte du changement d'attitude d'Hervé. Elle le voit aller systématiquement prendre une douche, se parfumer. Elle trouvait que Hervé se faisait un peu plus beau que d'habitude, qu'il essayait de s'habiller un peu mieux. Il prend soin de lui, ce qu'il ne faisait pas forcément toujours avec elle. Elle se dit c'est pas possible pour qu'il réagisse comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Très vite, Pascal comprend que la liaison entre son mari et Bernadette est sérieuse. Et elle va en avoir la confirmation absolue. Pascal va farfouiller dans le téléphone de son mari. Elle va s'apercevoir qu'il envoie énormément de textos à Bernadette et qu'il envoie des photos de lui dans la salle de bain, nu. Son propre mari envoyait des photos de son sexe à sa patronne. Alors forcément, pour Pascal Robineau, c'en est trop. Et selon Véronique, son amie, elle n'aurait pas du tout encaissé le coup. Bien au contraire. Elle est choquée, elle est dégoûtée. Et ce d'autant qu'à l'époque, Pascal Robineau était très malade. C'est-à-dire qu'au moment où Hervé entretient cette relation avec Bernadette, Pascal, de son côté, lutte contre un cancer. Madame Robineau considère énormément Madame Benaïm, un peu comme une mère, un peu comme une amie. La trahison qu'elle ressent est profonde. Parce qu'elle me dit qu'elle ne veut plus la voir, elle ne veut plus en entendre parler. Le ressentiment de l'épouse trompée à l'égard de sa rivale est tel qu'il aurait même viré à l'obsession. Je vois quand je discute avec elle, elle est en boucle avec cette histoire d'adultère. Vraiment, en boucle. J'arrive pas à lui faire, à discuter d'autre chose avec elle quand on se parle. Rien à faire. Il n'y a que ça. Parce qu'elle nourrit une très grande colère envers Bernadette, c'est sûr. De toute évidence, Pascal Robineau a toutes les raisons d'en vouloir à Bernadette. Seulement si elle a un sérieux mobile, la mère de famille a aussi un solide alibi. Alors les gendarmes s'interrogent. La femme trompée aurait-elle pu avoir un bras armé? Et si oui, qui? C'est en interrogeant les proches de la victime que les enquêteurs vont dénicher une première piste. En effet, 2 semaines avant l'horrible crime, Bernadette avait reçu des menaces de mort. Des menaces qui proviendraient de la fille aînée de Pascal, âgée de 20 ans, Roxane. Le 13 juillet 2014, un appel est passé entre Bernadette et Roxane Robineau. Bernadette était entourée de quelques amis. Elle reçoit un appel téléphonique. Et va mettre le téléphone sur haut-parleur. Voici ce que Roxane aurait déclaré à la maîtresse de son père. Sale pute, tu laisses mon père tranquille, sinon on vient aux Issambres et on te fait la peau. C'est des menaces de mort 15 jours avant sa mort. Donc pour les gendarmes, ça tient la route quand même. Pourquoi la fille de Pascal et Hervé menace-t-elle la patronne de ses parents? Chose troublante, dans la famille Robineau, l'adultère d'Hervé n'était un secret pour personne, même pas pour les enfants du couple. Et selon Cathy, la meilleure amie de Roxane, l'aînée des filles a très vite pris le parti de sa maman. Oui, elle est bouleversée, elle comprend pas, c'est pas normal. Elle est très énervée aussi.
Roxane est très fusionnelle avec sa mère et donc de la voir si malheureuse, ça la touche beaucoup. C'est une trahison pour elle, quoi. C'est son adultère quasiment. C'est comme si elle avait un copain et qui l'avait trompée, c'est pareil. À un moment donné, Roxane a été plus blessée que Pascal sur ce qui s'est passé. En plus, elle connaît bien Bernadette, elle la connaît depuis 10 ans, elle a bercé en fait son adolescence. Elle aimait Bernadette jusqu'à ce qu'elle découvre que c'est la maîtresse de son père. Donc elle la hait. Elle m'a dit, il faut que je fasse quelque chose, que je pourrisse la vie de cette dame, parce qu'elle m'a pourri la vie. Alors, depuis qu'elle a appris l'assassinat de Bernadette, la meilleure amie de Roxane se pose de sérieuses questions. Je dis, écoute, est-ce que t'as fait quelque chose dans ce meurtre? Est-ce que t'y es pour quelque chose, quoi? Elle m'a dit non. Pour les gendarmes, Roxane est peut-être bien mêlée au meurtre de Bernadette. D'autant qu'ils vont faire des découvertes qui accablent la jeune fille. 15 jours avant la mort de la retraitée, la victime avait subi des représailles. Bernadette se réveille un matin et puis elle constate que ces deux véhicules ont été complètement dégradés. Ils ont des rayures sur les portières et les pneus sont crevés. Ces deux voitures ont été vandalisées pour, selon les estimations des assurances, plus de 8 000 €. Et ça ressemble étrangement à une vengeance. Les gendarmes ne vont pas tarder à mettre un nom sur l'auteur de ce sabotage. Les enquêteurs vont se rendre compte que la nuit où les dégradations ont été commises sur les véhicules de Bernadette, eh bien, le téléphone de Roxane va borner à proximité de son domicile. Le téléphone de Roxane Robineau borne aux Issambres, chez Bernadette Benaïm. Donc, il est fort possible que ce soit Roxane Robineau qui ait commis ces dégradations. Après s'être attaquée à ses voitures, Roxane Robineau aurait-elle tué Bernadette? On vient aux Issambres et on te fait la peau. On vient aux Issambres et on te fait la peau. La jeune fille aurait-elle voulu venger sa mère? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes décident de la placer en garde à vue. À la gendarmerie de Sainte-Maxime, les enquêteurs mettent Roxane Robineau sous pression. Et spontanément, la jeune fille reconnaît qu'elle ne portait pas du tout Bernadette dans son cœur. Elle va expliquer qu'elle en voulait effectivement beaucoup à Bernadette pour cette relation. Voici ce que Roxane déclare aux gendarmes. Cela me chagrinait de voir pleurer ma mère. J'étais dans une colère noire, je n'avais qu'une envie, c'était de me rendre chez Bernadette pour lui prendre la tête. Pour autant, Roxane tient à mettre les choses au clair. Elle n'a absolument rien à se reprocher. Elle nie farouchement son implication dans les faits. Mais confrontée aux éléments recueillis par les enquêteurs, la jeune femme va perdre de sa superbe et livrer une version hallucinante. Elle nie le coup de téléphone et les menaces de mort. En disant, écoutez, je sais pas, c'est peut-être mon téléphone, mais en tout cas, c'est pas moi qui parlais. Et si Bernadette a reconnu ma voix, elle a dû avoir des hallucinations, mais en tout cas, c'est pas moi. Son téléphone ayant borné au mois de juin 2014 lors de la dégradation des véhicules, elle va admettre avoir été là-bas. Mais elle dira que quelqu'un d'autre était passé avant elle pour dégrader les véhicules. Oui, effectivement, je suis allé aux Issambres cette nuit dans le but de vandaliser ces voitures, mais lorsque je suis arrivé, c'était déjà fait. Évidemment, pour les enquêteurs, les arguments de Roxane ne sont pas crédibles. Les gendarmes, effectivement, ils se disent que la version de Roxane, c'est vraiment n'importe quoi. Roxane se fout de la gueule du monde, sauf que ça n'en fait pas pour autant la meurtrière. Pour le moment, rien ne permet de relier Roxane au crime de Bernadette. Mais la jeune fille va se trahir sur un point.
Alors que son audition est terminée, l'aîné des Robineau va tenir des propos pour le moins troublants aux enquêteurs. Avant de partir, elle va discuter avec un gendarme. Le gendarme qui est en face d'elle évoque la mort de Bernadette. Et là, elle va dire que c'est horrible, d'autant plus que Bernadette a été décapitée. Pour les enquêteurs, c'est un coup de tonnerre. Car hormis eux, personne n'est censé connaître ce détail macabre. Rien n'a été dit dans la presse sur la façon dont Bernadette a été tuée. Pourquoi elle le sait, puisqu'on n'en a pas fait part dans les médias? Ça laisse penser qu'elle est peut-être au courant de quelque chose. Le gendarme se dit, attendez, si elle sait que Madame Benaïm a été décapitée, c'est qu'elle y était. Ou alors qu'on lui a raconté, mais en tout cas, il va falloir qu'elle explique. La jeune femme pourrait donc être impliquée dans la mort de Bernadette Benaïm, et les gendarmes ne vont pas tarder à en avoir la preuve. Souvenez-vous, les enquêteurs ont retrouvé une bouteille d'essence et un rouleau d'essuie-tout sur la scène de crime. Or, l'analyse de ces deux éléments va se révéler capitale pour la suite de l'enquête. Il y a des empreintes digitales sur la bouteille d'essence. Les empreintes digitales, elles appartiennent à Roxane Robineau. Roxane était bien présente sur les lieux du crime. Et ce n'est pas la seule découverte des enquêteurs. Car Roxane n'aurait pas été seule sur la scène de crime. Sur un des morceaux de sopalin, on va retrouver de l'ADN. On retrouve l'ADN d'Hervé Robineau. Incroyable. Une mère qui a menti à propos de l'adultère. Et maintenant le père et la fille, repérés sur la scène de crime grâce à leur ADN. Décidément, derrière ce ménage en apparence idéale, se cache une drôle de famille. Les gendarmes s'étaient focalisés sur la piste de Roxane Robineau, mais n'avaient pas forcément envisagé le père. Or là, ça établit la quasi-certitude que le père et la fille étaient présents cette nuit-là sur la scène de crime. C'est très rare d'avoir un duo père-fille pour commettre un crime. Alors, l'un des deux aurait-il tué Bernadette Benaïm par cette sombre nuit d'été? Hervé, le père infidèle? Ou Roxane, sa fille, pour venger sa mère bafouée? C'est désormais en garde à vue que le jardinier va devoir s'expliquer. Dans les locaux de la section de recherche, Hervé Robineau n'emmène pas large. Confronté à la présence de son ADN sur la scène de crime, le mari infidèle va craquer. Il va dire qu'effectivement, c'est lui qui a tué Bernadette. Sa fille Roxane était présente sur les lieux du crime, mais elle n'a rien fait. Cependant, s'il serait bien l'auteur du crime, le père de famille affirme aux gendarmes qu'il n'a jamais voulu tuer sa maîtresse. Il dit que le but, c'était de faire peur à Bernadette. Mais qu'il n'avait absolument pas l'intention de la tuer. Et Hervé d'expliquer que depuis sa rupture avec la retraitée, Bernadette lui faisait vivre un véritable enfer. Monsieur Robineau va déclarer que Bernadette va s'accrocher. Bernadette n'arrive pas à entendre que c'est terminé. Elle va essayer d'entrer en contact par texto, par téléphone, pour effectivement essayer de récupérer Hervé. Lui aimerait passer à autre chose. Il essuyait les assauts de Bernadette qui n'acceptaient pas la fin de leur relation. Il ne peut plus supporter que Bernadette tente de prendre contact avec lui. Et donc, il est allé sur place avec sa fille, uniquement dans le but de lui mettre un coup de pression pour qu'elle arrête de le harceler. Mais selon Hervé Robineau, rien ne se serait déroulé comme prévu. Voici ce qu'il déclare. On voulait lui faire peur, c'est tout. On voulait mettre le feu à sa maison, mais ça n'a pas marché.
Bernadette va se réveiller et sortir de la maison. J'ai vu une silhouette, j'ai pris peur, j'ai mis des coups de couteau. Il affirme que Pascal, son épouse, n'était pas au courant de leur opération commando, entre guillemets. Pascal n'y est pour rien. Les gendarmes ne croient pas les explications d'Hervé Robineau. Pour eux, la thèse du crime accidentel ne tient pas. La version d'Hervé Robineau n'est pas crédible. Il met le feu. Voilà un homme qui arrive avec un couteau pour faire peur à une vieille dame de 67 ans. Les blessures très profondes qui ont été infligées à Madame Benaïm ne collent pas vraiment avec la version des faits de Monsieur Robineau. Cette femme était quasiment décapitée. On n'est quand même pas dans un accident. Et puis, les enquêteurs ont beau analyser la téléphonie de la victime, ils ne retrouvent aucune trace d'un quelconque harcèlement de Bernadette à l'égard du jardinier. Il n'y a pas de harcèlement. C'était pas le genre de Bernadette Benaïm de harceler un amant. Elle en a eu plusieurs. Oh bah non, c'est pas du tout son style. Hein. Elle, si avec Hervé, c'était juste une partie comme ça de plaisir, de temps en temps, bon, mais c'est tout, quoi. Reste une question. Si Bernadette n'a jamais harcelé le mari infidèle, pourquoi alors le jardinier aurait-il voulu l'éliminer? C'est en examinant la téléphonie de la victime que les enquêteurs vont avoir un début de réponse. 15 jours avant sa mort, Bernadette Benaïm va appeler Pascal Robineau. Bernadette, on vient lui casser ses voitures chez elle. Et elle se dit, bon, allez, ça suffit, j'appelle Pascal. Les enquêteurs tiquent sur cet appel parce que c'est un appel qui dure 11 minutes. 11 minutes. Donc évidemment, les gendarmes s'intéressent à cette communication et surtout à son contenu. Lors de cet appel, 2 semaines avant le crime, Pascal, l'épouse bafouée, aurait réalisé que l'adultère de son mari était davantage qu'une simple tromperie. Elle m'a parlé qu'elle avait discuté avec Bernadette Benaïm et Pascal s'est senti rabaissé par elle. Bernadette lui dit la vérité et la vérité crue. Et elle va appuyer là où ça fait mal. Ton homme, c'était moi qui l'aimais, c'était avec moi qu'il était bien et c'était avec moi qu'il était épanoui. Bernadette, dans cette conversation, explique que la relation avait duré plus d'1 an. À un moment donné, en tout cas, il a voulu quitter sa femme pour vivre avec Bernadette. Elle dit que ça n'était pas simplement charnel, qu'il y avait de vrais sentiments entre eux. Pour Pascal Robineau, ces révélations fracassantes sont un coup de poignard en plein cœur. Elle se rend compte que ce que lui avait vendu son mari, c'était pas la réalité. Pascal pensait que c'était qu'une simple passade. Et en fait, Bernadette Benaïm, elle dit tout le contraire. Les gendarmes en sont convaincus. Pascal, la femme bafouée, aurait très bien pu pousser son mari au crime. Et voici pourquoi. Cet appel téléphonique va être dévastateur pour Madame Robineau. Plus qu'une trahison, plus qu'une humiliation, il n'y a pas de mots. Elle est ravagée. Elle est ravagée et elle en fait part quotidiennement à son mari. Et la pression est infernale. Le mobile d'Hervé, c'est de se racheter aux yeux de sa femme. Et c'est là où ça explose. Nous avons pu rencontrer Pascal Robineau à ce stade de l'enquête. La mère de famille est aujourd'hui méconnaissable. Elle a accepté de nous donner sa version des faits. Pascal est une femme démolie. C'est une femme qui fait 20 ans de plus que son âge. Elle a à moitié perdu ses cheveux, elle est très amaigrie. Quand je l'ai appris, ça a été la fin du monde. Et on est en colère, mais on se reconnaît même pas. C'est dur, ça fait mal, mais mal. Elle me connaissait. Pourquoi non? Alors oui, j'ai hurlé. Oui. Ah oui. Oui, j'ai explosé. Il y a quand même une tension dans la maison. Elle est là, cette tension. Donc, mais bien sûr que oui, j'ai hurlé, bien sûr.
Mais si elle a pu évoquer l'idée de se venger de Bernadette, Pascal l'affirme, elle n'aurait jamais demandé à son mari de la tuer. C'était des mots. Il faut que les gens comprennent la grosse différence entre les mots et faire. Mais mec, même si on dit des mots, j'ai jamais demandé ça. Jamais. Même si la tromperie fait mal et que la trahison fait mal. Jamais. Tout le monde aurait eu les mêmes mots qu'elle. Mais entre dire les choses et passer à l'acte, c'est une différence. Elle n'a jamais incité son mari à faire quoi que ce soit. Seulement les gendarmes en sont persuadés. Contrairement à ce qu'elle affirme, Pascal Robineau serait impliqué dans le crime. Et la suite de l'enquête va confirmer leur impression. En analysant les SMS envoyés par Pascal à son époux, peu avant le crime, les gendarmes vont faire une découverte confondante. Ce soir-là, elle lui a envoyé un SMS où elle écrit « Le clair de lune sera le plus beau du monde ». Nous sommes quelques heures avant la mort de Bernadette Benaïm. Cet échange à mi-mot est très clair en réalité. Elle est en train de se réjouir à l'avance de la mort de la rivale. C'était un code pour dire que ce soir-là, Bernadette perdra la vie, quoi. Et ce n'est pas tout. À en croire son agenda, Pascal Robineau aurait peut-être planifié la mort de sa rivale. Au jour de la mort de Bernadette Benaïm, les gendarmes découvrent une mention barbecue spécial faim. Quand on sait qu'ils ont mis le feu, spécial faim, elle est morte, ça me semble assez clair. Le 21 janvier 2015, 6 mois après le crime, Hervé Robineau et sa fille Roxane sont mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Pascal, l'épouse, quant à elle, est mise en examen pour complicité d'assassinat. Souffrante, la présumée instigatrice restera libre dans l'attente du procès. Et voici, selon les enquêteurs, comment le père, la mère et la fille Robineau auraient éliminé en famille la veuve de 67 ans. En fait, la retraitée aurait dû être assassinée une semaine plus tôt. Car le 19 juillet 2014, une première tentative aurait échoué. Hervé semblait sur le point d'aller tuer Bernadette Benaïm. Finalement, il n'y s'y rendra pas. Il se serait dégonflé. Et en fait, il se déballonne. Et c'est là que Roxane va rentrer dans la danse, si je puis dire. Pascal va faire rentrer sa fille dans le projet criminel. Pour s'assurer qu'il aille jusqu'au bout. C'est une semaine plus tard, au soir du 27 juillet, qu'Hervé et Roxane Robineau seraient partis accomplir leur mission. Et pour cela, ils auraient tout prévu. Ils sont vêtus de noir, tous les deux. Ils ont une bouteille contenant de l'essence et du sopalin. Et également, Hervé a pris un couteau, un grand couteau de 25 cm qu'il a sur lui. Une fois sur place, le père et sa fille auraient mis leur plan à exécution pour attirer la victime en pleine nuit à l'extérieur de sa maison. Ils vont mettre le feu sur une des portes et devant la fenêtre de la salle de bain. À un moment, ils voient la lumière s'allumer à l'intérieur de la maison. Ils savent évidemment qu'elle va sortir. C'est à ce moment-là que le piège se serait définitivement refermé sur Bernadette Benaïm. Elle fait quelques pas sur la terrasse et là, M. Robineau se jette sur elle. Il a le couteau à la main et là, il l'égorge à 2 reprises. Aussitôt, le père et sa fille prennent la fuite. Mais en se retournant une dernière fois, Hervé Robineau
aurait eu une vision d'horreur. Bernadette, qui est laissée sur le sol, se serait relevée. Alors qu'elle est quasiment décapitée, hein. Mais elle se tient la gorge dans un espèce de réflexe de survie, elle est comme ça. Et lui a ce réflexe complètement fou de faire demi-tour. Et là, monsieur Robineau aurait mis un coup de couteau mortel, cette fois-ci, au niveau des côtes. À leur retour, Hervé et Roxane auraient ensuite tout organisé avec l'épouse, dorénavant vengée, pour qu'on ne remonte jamais jusqu'à eux. Ils vont tenir, entre guillemets, un conseil de guerre. Et la consigne, évidemment, c'est de ne rien dire. Il y a un pacte de silence qui est imposé. Et ils vont se débarrasser des vêtements et de l'arme du crime qui sera jetée dans le fleuve l'Argence, à Roquebrune-sur-Argence. Mais les Robineau ont commis une erreur monumentale. Sans le savoir, ils ont laissé leur ADN chez la victime. Oublier la bouteille d'essence et le rouleau de sopalin sur la scène de crime, c'est quand même une sacrée bévue. C'est une opération, entre guillemets, de pied nickelé. 19 mars 2018, cour d'assises de Draguignan. Dans une salle d'audience pleine à craquer, s'ouvre le procès tant attendu des assassins présumés de Bernadette Benaïm. C'est un crime familial. Et c'est quand même très rare. La présence de la fille rajoute un peu de piment, si je puis dire, à la curiosité criminelle. Ils étaient là tous les trois. Mais on voulait savoir vraiment le détail, comment ça s'est passé, pour qui, pourquoi. Et les proches de Bernadette ne vont pas être déçus, car dès le premier jour du procès, c'est l'électrochoc. Hervé Robineau, la première chose qu'il dit, c'est qu'il reconnaît l'assassinat de Bernadette Benaïm. Il reconnaît l'intégralité des faits en disant que c'était parfaitement prémédité et il va désigner Pascal comme étant la commanditaire, en disant qu'il a obéi aux ordres de Pascal. Le président lui pose clairement la question de savoir pourquoi il emmène Roxane avec lui. Il va répondre que c'est à la demande de Pascal Robineau pour que quelqu'un soit témoin des faits. Hervé, pendant le procès, va expliquer que sa fille pensait simplement qu'il montait aux Issambres pour faire peur à Madame Benaïm, mais elle ne savait pas ce qui allait se passer. Il dit simplement qu'elle l'a accompagné et il lui avait caché qu'il avait un couteau sur lui. Après les révélations de son père, Roxane s'effondre en larmes dans le box des accusés. Pour Roxane, à ce moment-là, c'est extrêmement dur parce qu'elle se rend compte qu'elle a été totalement manipulée. Finalement, elle a été là l'objet de ses parents. Elle se sent elle-même trahie. Pauvre gamine qui a gâché sa vie. Enfin, son père lui a gâché sa vie, sa mère aussi apparemment. C'est incroyable, quoi. Quand on a des enfants, on protège d'abord ses enfants avant de partir dans des histoires sordides comme ça. Désormais, tous les regards se tournent vers Pascal Robineau, l'instigatrice, à en croire son mari. Pour la mère de famille qui comparaît libre, les accusations d'Hervé seraient en réalité une vengeance. Le couple était uni au moment des faits, sauf que quelques mois avant le procès, Pascal a demandé le divorce. Monsieur Robineau a toujours dit que Madame Robineau n'y était pour rien. Et là, subitement, puisque une procédure de divorce a été lancée, eh bien, Monsieur Robineau décide finalement d'impliquer sa femme et il essaye de l'entraîner avec lui dans sa chute. Il lui a signifié qu'il n'était plus dans sa vie et de fait, tous les pactes sont rompus. Il n'a plus aucun intérêt à mentir maintenant. Monsieur Robineau voulait tout dire parce que ça le libérait. Entre les deux ex-époux, c'est désormais chacun pour soi. Mais diminué à cause de ses ennuis de santé, Pascal Robineau semble incapable de s'expliquer. Quand elle s'explique, on ne comprend rien. Elle est totalement à l'ouest. L'expert psychiatre dira qu'au moment des faits, compte tenu de l'absorption massive des médicaments auxquels elle se livrait, eh bien,
son discernement était altéré. Mais pour les proches de Bernadette, la victime, Pascal Robineau jouerait tout simplement la comédie. Ah non, c'est une femme qui ment. Elle veut sauver sa peau. C'est très compliqué d'avoir une explication cohérente avec cette femme qui joue peut-être aussi de son état pour en profiter pour se faufiler entre les questions un peu dérangeantes. Elle ne reconnaît rien, mais elle n'explique surtout rien. Le 23 mars 2018, au soir du 5e jour d'audience, la cour d'assises rend son verdict. Les jurés, après en avoir délibéré, ont condamné M. Robineau à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Pascal Robineau a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour la complicité d'assassinat. Et Roxane Robineau a été condamnée à 7 ans d'emprisonnement pour complicité. Hervé Robineau, il a reconnu l'assassinat. Mais je pense que la cour d'assises a considéré aussi la responsabilité morale de Pascal. Les explications de Pascal n'ont convaincu personne. Pour Roxane, la cour l'a acquittée du chef d'assassinat, mais en revanche a estimé qu'elle était au courant de ce qui allait se produire ce soir-là. Pour les proches de Bernadette, l'issue du procès est une vraie déception. Pour le crime qui a été commis, trancher la gorge de quelqu'un, je trouve que c'est quand même pas, c'est vraiment pas assez. Et Bernadette n'est plus là. Rien à faire venir. Hein. C'est toujours triste et insupportable. Quant à Pascal Robineau, elle reçoit sa condamnation comme un véritable coup de massue. Ma cliente est stupéfaite par cette peine. Elle est lourde, 10 ans de réclusion criminelle, alors qu'elle n'a rien fait. C'est la raison pour laquelle elle a fait appel. Dans la foulée, le parquet général a décidé à son tour de faire appel pour tous les accusés. Hervé, Pascal et Roxane Robineau seront donc rejugés. Dans l'attente de leur second procès, ils sont présumés innocents.